Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Hart de Keating, notaire à l'île Maurice. Le notaire joue un rôle très particulier et très important dans le cadre de l'acquisition d'un bien à l'île Maurice. Bonjour Grégory. Bonjour Sandra, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Grégory, pouvez-vous nous expliquer un peu quelles sont les lois qui s'appliquent à l'île Maurice? Avec plaisir. En fait, le système mauricien est un système hybride qui est un héritage de notre histoire coloniale, puisque nous avons été colonisés dans un premier temps par la France et puis donc par le Royaume-Uni. Et donc il en résulte que nous avons aujourd'hui un système où les deux systèmes cohabitent, c'est-à-dire que nous avons le Code civil français pour tout ce qui est droits et obligations et droits de la famille, et le droit anglais et par la suite le droit mauricien pour toutes les autres parties de notre droit. Et diriez-vous que l'île Maurice est une destination sûre pour investir? Extrêmement sûre. D'abord dans le contexte, c'est un pays où il y a une stabilité politique, une cohabitation paisible entre ses habitants. C'est un pays qui est naturellement tourné vers l'extérieur, donc qui est toujours accueillant donc pour les étrangers. Donc ça c'est un contexte qui n'est pas vraiment le cadre légal dont vous demandez de parler, mais je pense que c'est important de se situer dans ce contexte-là. C'est un système qui est extrêmement sûr, notamment pour le client français, dans le sens où c'est un langage juridique qu'il comprendra facilement, puisque nous sommes d'inspiration napoléonienne. Le Code civil de Napoléon a été instauré à Maurice quelques années après qu'il ait été instauré en France, et on est aujourd'hui sur les mêmes bases. Donc un langage qui comprend, avec le notaire au centre des transactions immobilières, comme c'est le cas en France, avec ce rôle de magistrat de l'amiable, où il est là non pas pour donner un avantage à une ou à l'autre des parties, mais pour informer les parties de leurs droits et obligations. Très bien. Donc pouvez-vous nous donner un peu plus de précision sur le type de structure qu'un acheteur peut utiliser dans le cadre de son acquisition immobilière? Oui, peut-être avant, je vais revenir sur la question de la sécurité juridique. Oui, bien sûr. Je voudrais élaborer quand même un petit peu dessus. Même si on a dit qu'on est basé sur le système français, c'est important de préciser que, en fait, on a dans le cadre de projets immobiliers, par exemple, qui est votre domaine, la majorité des ventes se font sur plan. Oui. Et important de savoir que nous avons, comme en France, la vente en état futur d'achèvement, qui répond aux mêmes critères que les critères français, c'est-à-dire une période d'avant-contrat où les fonds réservés, des fonds pour le dépôt de garantie, restent en sécurité chez le notaire, où pendant le contrat, nous avons une garantie d'achèvement qui est fournie par une banque notoirement solvable et qui garantit à l'acquéreur que la construction sera achevée, même si le promoteur ne pouvait pas le faire financièrement, la banque s'engage à le faire. Et nous avons aussi en place les assurances de dommages ouvrages et garanties décennales qui sont de rigueur en France, qui protègent le client à la livraison, entre guillemets, comme un service après-vente. C'est-à-dire qu'ils sont garantis des vices cachés qui pourraient affecter la structure de l'immeuble pour les 10 années suivant la livraison, et 2 ans sur tout ce qui est non structurel. Donc, pour ce qui est de la sécurité juridique, je pense qu'on est à un niveau équivalent à celui de la France. Très bien. Et est-il vrai qu'un développeur ne peut pas commencer son projet s'il n'a pas vendu 70% du bien pour obtenir sa GFA? Alors, c'est vrai et pas vrai en même temps, parce que le pourcentage peut dépendre en fonction du projet. Il y a des projets sur lesquels il y a peut-être une plus grande latitude. Tout dépend en fait du montant que le promoteur met personnellement aussi dans le projet. Ce qu'il faut retenir plutôt qu'un pourcentage, en fait, c'est que de par le fait que la banque va émettre cette garantie financière d'achèvement, qui est pour elle un engagement extrêmement important, dès lors, elle va s'assurer d'une part de la qualité de tous les professionnels qui travaillent sur le projet. Très bien. Elle va s'assurer du business plan, donc du promoteur, pour s'assurer qu'il y a suffisamment de ventes pour faire face à toutes les constructions. Et elle contrôle aussi les fonds pendant toute la durée de la construction. C'est-à-dire qu'un promoteur a un fonds dédié à son projet, et ce fonds dédié ne peut être débité qu'avec l'autorisation de la banque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de paiement que des demandes de virement qu'ils vont payer avec production du contrat justifiant le paiement et certificat d'un homme de l'art qui établit que ces travaux ont bien été achevés. Donc, encore une fois, raison de plus pour penser que la sécurité est optimale.
Très bien, merci Grégory. Et qu'en est-il de la résidence permanente? Alors, la résidence permanente, donc dans les différents types de projets, au fil du temps, il y a différents types de projets, on appelle ça des schemes, des types de projets qui ont été promus par le gouvernement mauricien. On est passé au départ des IRS qui étaient des très grands domaines à des prix extrêmement coûteux, à aujourd'hui différents types de projets qui peuvent être faits sur des plus petites parcelles de terre à des prix plus raisonnables. Et aujourd'hui, dans le cadre de la majorité des projets, avec un investissement de 375 000 $, vous avez le droit, pendant toute la durée de votre propriété de ce bien, à un permis de résident permanent. Et en ce qui s'agit des biens qui sont en rez-de-chaussée plus 2 et pas dans un programme spécifique, vous avez le droit à un permis d'occupation longue durée, dès lors que le bien excède 500 000 $ au niveau du prix d'acquisition. D'accord. Point intéressant, comme beaucoup des projets sont développés donc sur plan, c'est important de savoir que pour ceux qui désirent avoir un permis de résidence rapidement, que ce permis de résidence n'est pas lié à l'achèvement de la villa, mais à la signature du contrat et au paiement des droits d'enregistrement. C'est-à-dire que dès lors que le client a signé son contrat et que le document a été enregistré, ce qui se passe dans les 7 jours, il peut appliquer pour son permis qu'il va obtenir dans les 6 à 8 semaines suivant l'application. Et même si la villa ou l'appartement qu'il a acheté est livré, il ou elle, dans les 24 ans. Oui, donc ça c'est vraiment très important. Extrêmement important, ça donne une flexibilité au client qui a besoin d'obtenir un permis, de l'avoir dès à présent et pas à la livraison. Merci Grégory. Et donc pouvez-vous nous donner des précisions quant aux structures que l'acquéreur peut utiliser pour acheter son bien? Avec plaisir. En fait, ce caractère hybride donc, de notre droit lui confère aussi une grande flexibilité, c'est-à-dire qu'on est ouvert à toute proposition finalement à ouvrir ces deux grands blocs juridiques qui existent dans le monde. Donc vous pourriez créer à Maurice, comme en France, une société civile et particulière, ou vous pourriez aussi créer des special purpose véhicules, comme on dit en anglais, mais des entités juridiques, des personnes morales d'inspiration anglo-saxonne, qui sont par exemple des compagnies limited by guarantee, ou qui sont sans profit, des compagnies limited by share, qui sont l'équivalent d'une SARL, ou des trusts, qui sont d'inspiration anglaise, qui ne sont pas usités en France, mais qui peuvent être pratiques, et des fondations, qui sont aussi une forme d'organisation charitable, qui peuvent être créées à l'île Maurice pour détenir des biens immobiliers. D'accord, très bien. Grégory, est-ce que vous pouvez nous donner un peu un estimatif des temps que cela prend pour monter ce genre de structure? Lesquels? Alors, si on part par exemple sur une société civile. Alors, en termes de temps, alors peut-être revenir sur la question parce que quand on parle de différentes structures, on se dit quelle est la meilleure, laquelle utiliser. Je pense que ce qu'il faut retenir dans le premier temps, c'est pas cette question-là, mais c'est plus le fait qu'il y a des structures pour répondre à tous les besoins. Ce sont des questions qui sont extrêmement complexes. Quelle structure utiliser, qui demande souvent la réflexion de vos conseils mauriciens et étrangers. Ce qui est bon de savoir, c'est que justement vous avez ce choix, ces facultés qui vous sont offertes de choisir X ou Y système. Quant à ce qu'il s'agit du temps qu'il faut pour les monter, ça va dépendre du temps de réflexion qu'il y a avec le client justement pour pouvoir préparer les statuts du trust ou de la société ou de la compagnie. Et on dit qu'une fois que le client est décidé, une compagnie se crée en 3 à 4 jours. Une société prend un peu plus de temps parce qu'elle doit être immatriculée et enregistrée à deux niveaux, donc il faut compter 2 à 3 semaines environ. Et les trusts, je pense que c'est fait très rapidement aussi. Nous ne faisons pas de trust, nous, personnellement, au bureau, mais ça va se faire dans d'une semaine à 10 jours environ. D'accord, très bien. Et dernière question, que se passe-t-il en cas d'héritage? Alors, en cas d'héritage, je crois qu'il y a les points à retenir sont les suivants. D'une part, il n'y a pas de droit de succession en droit mauricien. Donc, ce qui ne veut pas dire que le client ne serait pas redevable de droit de succession dans son pays. Ça, il faut bien vérifier son fiscalité. C'est important de mentionner ça. Mais pas de droit de succession en Maurice.
des successions réglées assez rapidement. Il n'y a pas comme en système anglo-saxon différentes procédures à faire en cours, etc. C'est une déclaration de notoriété après décès et si tous les héritiers sont d'accord, ça peut être réglé très rapidement. Bien sûr, s'il y a des accords entre les héritiers, c'est des accords qui vont créer des délais. Et je pense que c'est aussi important de préciser que si l'autorisation d'acquérir le bien au départ est nécessaire auprès des autorités mauriciennes, par contre, il n'est pas nécessaire d'avoir une autorisation pour hériter du bien. C'est-à-dire que ce soit vos enfants ou si vous n'avez pas d'enfant, un beau-frère ou je sais pas, quelqu'un dont vous êtes proche à qui vous souhaitez léguer le bien, cette personne est d'ores et déjà autorisée à devenir propriétaire du bien à l'île Maurice. Il n'est pas tenu de requérir une autorisation. Donc votre legs que vous feriez ou la dévolution successorale légale qui laisserait ce bien à vos enfants ne peut pas être contrariée par les dispositions qui interdisent normalement aux étrangers d'acheter à Maurice hors des programmes spécifiques prévus. D'accord, très bien. Et pour cette résidence permanente, comment cela se passe-t-il s'il y a un ou plusieurs enfants? Alors, s'il y a un ou plusieurs enfants, ce sera à eux de décider si le bien est en nom propre. Ce sera aux enfants de décider qui va bénéficier de ce permis de résident. Et peut-être il faut le préciser, c'est un permis de résident pour la personne qui est le bénéficiaire principal, pour son épouse ou son concubin, et pour les enfants jusqu'à 24 ans, ou alors s'il peut être établi qu'ils sont financièrement dépendants des parents, ou éventuellement même des parents du bénéficiaire principal, si eux aussi sont dépendants pour des raisons médicales ou autres de leurs enfants, ils peuvent être adjoints donc, au bénéfice de ce permis principal. Donc si je reviens sur le transfert du permis finalement au décès, donc si c'est un individuel, il faudra que les propriétaires individus, donc les héritiers, décident entre eux qui bénéficiera du permis de résident. Ils n'auront pas un chacun, ça c'est clair. D'accord. Si c'est une société, c'est le gérant de la société qui décidera qui il va nommer comme bénéficiaire de ce permis. Et pour la compagnie et le trust, ce sera pareil. Il est bon, je pense, si au vu de la situation du client, il pense qu'il y aurait un de ses héritiers ou qui aurait plus souhaité ou à qui il aurait souhaité conférer ce permis de résident, qu'il prenne une disposition testamentaire à cet effet afin que ce soit réglé dès le départ. Très bien. Écoutez Grégory, merci beaucoup pour votre intervention et votre temps. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie et les notaires sont là pour informer. Donc si par la suite vos clients ont d'autres informations, il ne faut pas hésiter à nous contacter à ce sujet. Oui, bien sûr. Nous n'hésiterons pas. Merci. Merci. Au revoir.